Bien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Café Sapiens, désormais de 8h à 9h, afin que vous ayez tous le temps d'aller vers les nombreuses occupations qui vont vous occuper aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler d'un sujet qui paraît un petit peu austère, mais qui fait aussi un peu rêver. C'est quelque part l'argent de la question, pardon, de l'argent magique. Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Olivier. Nathalie, tu es professeure associée en économie à Neoma Business School, qu'évidemment nous connaissons. On n'habite pas très loin, ma belle. Nous connaissons bien. Et nous allons parler aujourd'hui de la théorie monétaire moderne. L'argent magique, plus que l'argent facile, l'argent magique, existe-t-il? Est-ce que vouloir équilibrer ses recettes et ses dépenses est une idée ringarde? On va avoir 1 heure pour en discuter, pour essayer d'en savoir plus. Toutes les questions aussi que vous vouliez poser sans jamais oser les poser sur la théorie monétaire moderne, vous allez pouvoir les poser à Nathalie. Mais Nathalie, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par nous dire de quoi il s'agit, comment on peut définir cette théorie monétaire moderne? Il y a peut-être des étudiants d'ailleurs qui nous écoutent. Oui, peut-être, on peut avoir caressé cet espoir-là en tout cas. La théorie monétaire moderne est donc née après la crise des subprimes, voilà, après les années 2008, tout à fait. Et donc c'est professeur en particulier, donc Stephanie Kelton, qui a lancé cette idée qu'elle a donc mise en livre, puisque voilà, c'était le livre dédié au mythe du déficit. Et l'idée, c'était qu'en fait, en effet, l'État, finalement, n'avait pas de contraintes comme les autres individus dans l'économie. Il pouvait s'extraire des contraintes terrestres, si je puis dire, puisqu'il avait en fait accès à une manne financière illimitée. Alors, il est vrai que quand on regarde les marchés financiers, on voit bien que l'État n'est pas soumis exactement aux mêmes contraintes. D'ailleurs, c'est ce qu'on explique à nos étudiants, hein, puisque en général, on considère toujours que l'État va emprunter à des taux plus faibles, puisqu'on estime qu'il est moins risqué. Quand on estime pourquoi il est moins risqué, c'est parce qu'effectivement, on dit qu'il a accès à un revenu différent des entreprises, puisqu'il est considéré comme étant illimité grâce à la levée des impôts. Et certains. Voilà, alors. Donc c'est l'actif sans risque par excellence. Exactement. Voilà. Néanmoins, on sait très bien que cet actif sans risque par excellence, en fait, finalement, il dépend de où on habite, puisque je pense que dans les dernières 20 années, on a bien vu que des États pouvaient se retrouver en défaut. Donc voilà, donc déjà, c'est une condition qui n'est pas toujours remplie. C'est un premier accro, alors peut-être déjà. Voilà, alors un premier accro, oui. alors là évidemment, on va retrouver une explication sur le fait que ça ne s'appliquerait pas forcément à la Grèce. Alors dans la théorie monétaire moderne, l'idée c'est de dire, dès lors qu'un État est souverain, donc il a le pouvoir de battre monnaie et que sa monnaie a cours légal. Alors je rappelle brièvement, un cours légal, ça veut dire qu'en fait, les commerçants sont obligés de l'accepter et l'État est obligé de l'accepter dans le paiement des impôts. Ça veut dire ça, cours légal. Donc dès lors que l'État a monnaie qui a cours légal, alors il peut en émettre à l'infini, donc en monétisant le déficit public. Donc ça va vraiment à l'encontre de tout ce qui a fondé, je dirais, la partie monétaire de l'euro, puisque l'euro s'est construit sur l'idée qu'on allait avoir une monnaie commune et que cette monnaie commune allait être émise sans qu'il y ait justement de lien entre la banque centrale qui l'émet et les États. Alors effectivement, la théorie monétaire moderne ne peut pas s'appliquer aux pays de l'euro, puisque les pays de l'euro n'ayant pas la possibilité d'émettre leur propre monnaie, oui, effectivement, dans cette perspective, on voit bien que ça ne s'applique pas à l'euro, et donc ce serait une des raisons pour lesquelles la Grèce, en effet, s'est retrouvée en défaut, puisqu'elle n'a pas cette possibilité de battre monnaie. Voilà, donc donc ça s'adresse à des pays qui ont des problèmes de sous-emploi, hein, puisque c'est très clair aussi qu'en fait l'objectif c'est de résoudre le chômage, voilà, et d'y mettre toutes les ressources possibles, puisque c'est vraiment ça le message, quitte à créer des emplois qui n'ont pas de réelle productivité, puisque c'est pas ça le problème. Le problème c'est de résoudre le problème du chômage.
Donc à tout prix dans ces conditions-là. Et donc d'émettre autant qu'il faut de monnaie pour pouvoir résoudre ce problème. Donc c'est vraiment ça, avec comme limite, parce que bon, ils savent très bien quand même que l'inflation est problématique, c'est la limite en fait qu'ils posent à ce cadre théorique. Ils disent voilà, si lorsque l'inflation se manifeste, eh bien il faudra arrêter, mais néanmoins ça ne devrait pas poser de problème, il suffira de réaugmenter les impôts pour qu'en fait on fasse un effet de frein et tout se passera très bien et voilà, il n'y a aucun problème. On reparlera de l'inflation, mais ça va aussi à l'encontre quand même de la théorie monétariste, pour qui la monnaie n'est qu'un voile, c'est-à-dire que derrière des biens qui sont échangés, vous pouvez le convertir en monnaie, mais inventer de la monnaie, ça n'aura pour conséquence évidemment au bout d'un moment que effectivement une augmentation des prix, une dépréciation, et donc à la fin vous vous retrouverez exactement dans la même situation. C'est la vérification, le prolongement de la logique keynésienne, hein, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit vraiment dans la lignée keynésienne, puisqu'on sait que dans le cadre théorique d'origine, effectivement, les prix sont dits rigides. Ça veut dire qu'effectivement, avant qu'ils augmentent, il va se passer un peu de temps. Donc l'inflation, on ne va pas l'avoir tout de suite. Et ça s'inscrit aussi dans l'idée que de toute façon, ce n'est pas un problème, puisque la dépense publique ayant un effet d'entraînement, hein, puisque c'est toujours exactement voilà. Le multiplicateur. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, dès qu'on dépense, on va récupérer des recettes puisqu'on va relancer. Donc ça, c'est le propre de l'économie, hein, puisque l'économie, dans une activité, l'activité, elle dépend elle-même d'autres activités. Donc forcément, quand on relance une activité, on va relancer plein d'activités autour. Donc cette idée qu'en fait, finalement, ça va générer des recettes supplémentaires et donc, il n'y aura pas de problème de financement. On ne voit pas où est le problème, justement. Alors, le titre de Kelton, de Stephanie Kelton, est quand même assez fort, parce qu'il dit que le mythe du déficit, la théorie monétaire moderne et la naissance de l'économie du peuple. The Birth of People's Economy, c'est comme ça qu'on peut traduire. L'économie du peuple, effectivement, ça fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette théorie monétaire moderne aujourd'hui? On va, sans trahir un secret, mais juste après ce petit déjeuner, publier une note que tu as écrite qui s'appelle Modern Monetary Theory, une théorie ni moderne ni monétaire. Alors, en quoi n'est-elle ni moderne ni monétaire? Alors, elle n'est pas moderne, déjà parce qu'effectivement, elle reprend en fait des idées développées auparavant par d'autres théoriciens, notamment Abba Lerner. Donc, c'est un vocabulaire un peu spécial, puisque très académique, mais il appelait ça la monnaie fonctionnelle. Mais c'était déjà cette idée que finalement, l'État a ce privilège, pareil, de battre monnaie. Et donc, de toute façon, grâce au cours légal, il peut tout à fait émettre tant qu'il veut. Il trouvera de toute façon preneur des titres d'obligation qu'il va émettre et il n'y aura pas de problème de financement. On le retrouve également avec la théorie donc de la monnaie d'État, c'est-à-dire que c'est la souveraineté, donc c'est l'État qui incarne la monnaie, donc puisque c'est lui, il y aura forcément, la population va forcément acheter les titres d'État et accepter la monnaie, puisque de toute façon, il incarne la confiance, donc pareil, il n'y a pas de problème. Donc on retrouve à travers Abba Lerner et toute la théorie souverainiste, en fait, si on veut l'appeler ainsi, de la monnaie, ou on appelle ça chartaliste, mais c'est un anglicisme pas très élégant. On retrouve cette idée que de toute façon, grâce au cours légal, l'État peut tout à fait émettre autant de monnaie qu'il veut sans aucune limite et que donc il peut financer ses dépenses publiques. Donc ça, c'est pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de modernité dans cet aspect-là, puisque c'est déjà des principes qui étaient évoqués par d'autres théoriciens. Parallèlement, elle n'est pas monétaire, puisque en fait elle se fonde juste sur les égalités macroéconomiques. On sait que dans l'approche keynésienne, c'est pareil, je vais vais pas rentrer dans les détails un peu techniques. Quelques équations. Voilà, quelques équations, ça ne va pas passionner les foules dès le matin, mais c'est l'idée qu'en fait c'est une boucle, l'économie, tout se boucle. Et donc finalement, le déficit va être financé par des titres d'État que finalement les individus vont acheter. Donc ils vont, quand ils vont gérer leur épargne, eh bien ils vont acheter des titres publics, comme nous en France avec les assurances vie. On peut acheter de la dette publique française. On va acheter de la dette publique automatiquement, et donc il n'y a aucun problème de financement, puisque cette dette est automatiquement achetée
par les ménages. Donc la boucle est bouclée et l'État dépense et puis voilà, et du coup ils peuvent émettre à l'infini de la monnaie. Donc effectivement, elle n'est pas monétaire puisqu'en fait elle ne repose que sur des équations macroéconomiques qui montrent cette boucle, le fait que en fait tout se recycle au sein de l'interdépendance, c'est tout. Et en fait, au contraire, elle occulte toute la partie intéressante de la théorie monétaire, qui en fait, la partie, je dirais, où on va regarder quels sont les effets dans l'économie. Et par exemple, on n'a pas la présence ni de la banque, enfin, on a la présence de la Banque centrale, parce que c'est elle qui va financer en fait les titres publics qu'elle va acheter. Et elle va émettre de la monnaie en contrepartie, mais on a l'absence totale du système bancaire, des marchés financiers. Or, aujourd'hui, on sait bien que dans l'équation macroéconomique, la partie la plus compliquée pour les macroéconomistes, c'est justement de modéliser toute cette partie-là, et la complexité en fait de cette partie. Alors, pour défendre un peu la théorie monétaire moderne, il y a quand même depuis longtemps un mystère qui est que l'inflation n'était pas revenue malgré une création monétaire absolument massive, ce qui permet de vérifier, ce qui montre plutôt que les effets peut-être sur le chômage, que finalement les chiffres sont pas mauvais, prouvent que on a eu raison d'avoir cette politique monétaire expansionniste, ces politiques qu'on perçut au départ comme anormales, mais qui sont devenues un peu notre nouvelle normalité. Oui, tout à fait. Et, il est clair qu'aujourd'hui, quand vous voulez convaincre que finalement financer à l'infini des titres publics, c'est pas une bonne chose, c'est sûr que vous n'avez pas les éléments en votre faveur, en tout cas pour l'instant, puisque les chiffres d'inflation sont relativement faibles depuis maintenant très longtemps. Ça fait presque 20 ans qu'on a pu tellement côtoyer l'inflation. Alors sur ce thème-là, il y a plusieurs dimensions. Déjà, la première, c'est qu'effectivement, dans les pays développés, puisque l'inflation, elle existe encore, vous voyez bien des pays comme le Venezuela, il y a des poches, il y a des pays où il y a des poches d'inflation. Donc, elle n'a pas disparu, mais néanmoins, d'hyperinflation. Donc, dans certains cas, elle est bien là. Donc, voilà. Dans les pays développés, il est vrai qu'elle a relativement disparu. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent l'expliquer. D'une part, on peut y voir la globalisation de l'économie, c'est-à-dire qu'effectivement toutes nos économies sont très ouvertes, on a une concurrence importante et en fait on a des prix la plupart des prix sont exposés à la concurrence internationale, ce qui fait qu'en fait on est plutôt rentré depuis cette globalisation dans une dynamique de baisse des prix, par l'effet du commerce et de l'exposition à la concurrence. Il y avait de la déflation liée au marché qui finalement compenserait l'inflation qu'on aurait dû avoir en absence de déflation. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance à la baisse des prix parce qu'on a cette globalisation de l'économie et qui en fait du coup a contribué à ce que l'inflation n'émerge pas. D'autre part, ça l'a caché, quoi, peut-être. Exactement, ça l'a caché. Exactement. Voilà. Et puis, par exemple, si on prend la crise de 2008, il ne faut pas oublier que à cette époque, les prix auraient dû baisser fortement, dû à la situation, en tout cas aux États-Unis, c'est clair. Et en fait, faiblement, la déflation n'a pas été si importante. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est de l'analyse contrefactuelle, c'est très compliqué à montrer, mais néanmoins, il est vrai que si les autorités monétaires n'étaient pas intervenues, la baisse aurait été beaucoup plus massive. Et effectivement, il est difficile de dire jusqu'où ça aurait pu baisser, mais finalement, la déflation a été modérée par rapport à l'impact de la crise. Donc voilà, donc ces phénomènes évidemment masquent. Il y a aussi une autre donnée très importante, c'est que le système monétaire et bancaire s'est profondément modifié au cours de ces 30 dernières années. Le marché financier a pris beaucoup d'ampleur. On a eu aussi l'existence des marchés monétaires qui ont accru la liquidité. Et le point d'entrée de la monnaie aujourd'hui n'est plus tellement le système bancaire, mais le système financier. Voilà, comme beaucoup, il y avait un professeur assez illustre, Georges
Ferjeux, si je ne me trompe pas sur son nom, qui avait montré, enfin c'est des graphiques qui sont souvent montrés, qu'effectivement vous avez un parallèle, alors évidemment on ne peut pas, comparaison n'est pas raison, et puis c'est facile de montrer, mais vous aviez on avait l'évolution des bilans des banques centrales parallèlement à l'évolution des marchés financiers. Donc c'est vrai que si on regarde l'allure de la courbe, c'est la même. En fait, cette création monétaire, elle a été absorbée par le prix des actifs financier et puis immobilier probablement. Exactement. Aussi. Donc en fait, le point d'entrée, et là c'est tout l'apport, je dirais, de la théorie autrichienne de la monnaie, mais qui reprend aussi les effets Cantillon, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, la monnaie n'est pas neutre comme... Il faudrait expliquer l'effet Cantillon hein, pour les spectateurs. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, contrairement à Friedman qui disait que la monnaie est un voile, ben non, la monnaie n'est pas un voile. C'est toute la complexité de la monnaie, parce que quand elle entre dans un... En fait, elle va avoir un effet bénéfique là où elle a son point d'entrée, hein, puisqu'elle va entrer... il y a les premiers à la recevoir, et ceux-là, effectivement, la reçoivent dans un contexte où finalement il n'y a pas de hausse des prix, puisque c'est les premiers à la recevoir, donc eux vont l'utiliser, et au fur et à mesure que cette monnaie va pénétrer en fait dans le système, dans l'économie, finalement, les derniers à l'utiliser vont être ceux qui seront les perdants du système, puisque les prix auront augmenté entre-temps. Donc là, si on prend l'exemple du marché financier, ceux qui ont acheté en premier, c'est-à-dire ceux qui ont été près de la manne de cet apport, en ont bénéficié, et les autres, beaucoup moins, puisqu'ils ont acheté sur un marché haut. C'est l'idée de Cantillon, donc c'est bien que l'inflation ne se diffuse pas de la même façon partout. Exactement. C'est un peu comme la pyramide de Ponzi, c'est le dernier qui perd, mais finalement, entre-temps, il y a quand même des gens qui ont gagné. Exactement. Voilà. Et c'est toute la difficulté, je dirais également, pour l'inflation, en fait, on dit souvent que finalement, quand on la voit, et là on va reprendre effectivement toujours la métaphore de Bastia qui est très utile, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Malheureusement, l'inflation, quand on la voit, il est trop tard. Parce qu'en fait, la mécanique s'est enclenchée. Et effectivement, dans nos époques modernes, la monnaie est souvent arrivée, enfin la création monétaire additionnelle est souvent arrivée via la Banque centrale, puisque c'est elle qui achète massivement. C'est donc les fameux programmes d'expansion monétaire, donc on appelle les quantitative easing, hein, et ces programmes achètent massivement quand même largement de la dette publique, hein, puisque c'est quand même plutôt du 70-30 en termes de distribution, quels que soient les pays qu'on regarde. Et donc, comme ils vont massivement acheter de la dette publique, eh bien, c'est bien par le marché de cette dette que va rentrer la monnaie. Donc, c'est bien les actifs qui vont en bénéficier en premier. Et ensuite, bien évidemment, elle a un impact positif sur le reste de l'économie, puisque si vous avez une hausse des obligations souveraines, vous allez avoir donc une attractivité pour ceux qui vont y investir, et donc par effet ricochet, on va avoir aussi une attractivité des obligations des entreprises privées. Donc les entreprises elles-mêmes vont s'endetter davantage, et d'ailleurs c'est ce qu'on remarque, voilà ce qu'on constate. Donc ça ne veut pas dire que ça sert à rien, puisqu'effectivement si l'entreprise s'endette, c'est qu'elle développe des projets, et donc il n'y a pas d'effet de déconnexion comme souvent certains veulent le dire en disant qu'il y a une déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion. La déconnexion, elle n'existe pas, puisque ou c'est l'État qui est financé plus facilement, et lui va lancer ses programmes de dépenses publiques, d'infrastructures selon les pays. Donc il y a bien un effet sur l'économie réelle. Et par effet d'entraînement, on a également le marché de la dette privée qui, lui, est également plutôt au beau fixe, et qui va donc permettre l'endettement des entreprises qui vont donc développer des projets et donc créer de l'activité. Donc on ne peut pas dire que c'est faux, que cet argent ne sert à rien et qu'il est quelque part là-haut. Non, il y a bien une connexion avec l'économie réelle. Ça, c'est tout à fait sûr. Mais du coup, la connexion directe avec effectivement l'indice des prix à la consommation est plus, ne se fait pas automatiquement, puisque en plus aujourd'hui, lorsque des ménages dépensent, ils vont dépenser, si les biens ne sont pas disponibles dans l'économie, ils vont les importer d'ailleurs. Donc ce qui manque aussi cruellement dans cette théorie moderne de la monnaie, c'est qu'en fait il n'y a aucune présence de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un circuit fermé. C'est un peu gênant. C'est un peu comme Keynes d'ailleurs. C'est le reproche qu'on donnait au keynésianisme. Exactement. C'est que, surtout dans un pays comme la France qui importe énormément. Exactement. Et donc là, on n'a pas de présence des marchés internationaux, on n'a pas de présence du taux de change. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, on va émettre de la monnaie et
il n'y aura aucune conséquence. C'est plus facile pour le dollar que pour l'euro, par exemple, sans doute. Alors, je me suis souvent demandé si c'était pas le prisme, le fait que Stephanie Kelton finalement soit vu les États-Unis, c'est plus facile à dire. Bien évidemment, puisque étant donné que les États-Unis, c'est bien évidemment le seul pays qui n'a pas cette préoccupation de taux de change, puisque sa monnaie est plus demandée à l'extérieur que. Voilà. Et quoi qu'il arrive. Donc, ils ont l'impression que plus ils en produisent et plus il y aura de la demande. D'autant plus que non seulement ils ont la chance d'avoir une monnaie internationale, mais aujourd'hui, elle est quand même là pour rester longtemps, parce qu'ils ont un marché financier international. Et ça, c'est souvent une dimension qui a tendance à être pas suffisamment soulignée, je trouve. C'est qu'en fait, ce qui fait perdurer le dollar, c'est la dominance de ces marchés. Ouais. Aujourd'hui, si on se pose en tant qu'investisseur international, le marché où vous allez investir, où vous allez gérer les liquidités, c'est les États-Unis, c'est le marché américain. Parce qu'il est extrêmement actif, extrêmement liquide, et nous le sommes moins en Europe. Alors effectivement, on essaye de promouvoir le marché des capitaux unifiés, enfin on peut tout essayer, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on n'a pas cette dynamique aussi parce qu'on n'a pas les investisseurs en face. C'est-à-dire que en moyenne, si on prend le cas de la France, vous serez bien d'accord qu'on n'est pas des investisseurs aguerris. D'accord, on est des acheteurs de produits d'assurance. Voilà, le livret A et l'assurance vie des trucs à taux négatif réel en fait. Exactement. On n'aime pas beaucoup le risque. Voilà. Donc forcément, par rapport à ça, le degré de liquidité et d'échange, forcément entre un marché américain où il y a en plus la présence de fonds de pension. Nous, on n'a pas de fonds de pension, donc tous ces éléments font que on accroît la dominance de fait des États-Unis, c'est-à-dire qu'on va leur rendre service par nos structures différentes institutionnelles. En fait, on renforce leur domination. Et donc, de ce fait, effectivement, c'est un prisme très américain que de se dire que finalement, le taux de change, c'est pas grave, que notre dette sera absorbée. Puisqu'effectivement, aujourd'hui. Et en effet, elle l'est. Elle l'est, puisque dans des portefeuilles. Alors, elle l'est, et elle l'est d'autant plus que aujourd'hui, la réglementation, mais ça vaut pour toutes les dettes publiques de bonne qualité, va favoriser la détention de titres souverains de bonne qualité. On peut regarder dans les obligations de précaution font que. Exactement. Quand vous êtes investisseur institutionnel et que vous avez, par l'effet de la réglementation bancaire et financière, vous avez des obligations de détention d'un certain pourcentage de titres publics. Donc, en effet, de ce point de vue-là, ceux de la théorie monétaire moderne n'ont pas tort. Il y a systématiquement un débouché pour la dette publique beaucoup plus important qu'il était le cas, que c'était le cas autrefois. Voilà. Alors il y a plein de questions en ligne, parce que visiblement, alors attention à ceux qui nous écoutent, si vous pouvez couper votre micro, c'est plus agréable pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Alors parmi les questions, la théorie moderne, enfin la Modern Monetary Theory, n'est-ce pas, peut-elle expliquer le fait que nous créons actuellement beaucoup d'emplois avec peu de croissance? Pour le cas post-Covid en France, je ne suis pas une spécialiste du marché du travail, donc je vais pas donner un avis avisé sur la question. Néanmoins, il est vrai que, étant donné qu'on a eu en France en tout cas, on a été salué pour le soutien très déterminé et constant des entreprises. Bien évidemment, ça participe au maintien de l'emploi, d'autant plus qu'en sortie de Covid, les entreprises ont eu besoin pour certaines en tout cas, de faire face à des surcroîts d'activité par rapport à une baisse très forte et peuvent effectivement contribuer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres grands paramètres qui ont bougé. C'est pour ça que je ne m'aventurerai pas plus, parce que je ne connais pas le marché du travail non plus à ce point dans ces détails, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des réformes importantes. Donc effectivement, le fait qu'on ait beaucoup dépensé et qu'on ait préservé les entreprises pendant cette crise Covid, en tout cas pour la France qui a un marché du travail pour le coup assez réglementé,
peut expliquer effectivement finalement cette évolution du chômage plutôt positive. Parce que si on regarde dans les pays plus flexibles, comme les États-Unis ou l'Angleterre, c'est le prix qui ajuste davantage le marché du travail. En effet, c'est plus une baisse des salaires et puis aujourd'hui une remontée des salaires qui a caractérisé en fait l'évolution du marché du travail. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque en France, en effet, c'est pas tellement le prix qui va bouger, c'est les quantités, puisque le prix est plus réglementé qu'ailleurs. Voilà. Donc, comme on l'apprend en économie basiquement, si le prix ne s'exprime pas, c'est la quantité qui varie. Donc, en tout cas, voilà, de par mon point de vue personnel, voilà, du bout de la lorgnette, comme ça, je dirais que c'est effectivement plus lié aux structures du marché du travail français, couplé à la dépense publique qui a soutenu, puisqu'on a quand même été nationalisé pendant le 2020, l'État a nationalisé les salaires. Voilà. Ce qui finalement défend tout de même cette théorie monétaire moderne dans ses objectifs, puisque vous rappeliez qu'il s'agit de lutter contre le chômage. Pour l'instant, ça fonctionne quand même pas mal. Alors, on est quand même bien au-dessus de nos amis américains, dont on sait que les chiffres sont évidemment à prendre cum grano salis, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais enfin globalement on sait qu'ils ont un chômage qui arrive très très fort et puis après qui réduit fortement, avec nous une inertie beaucoup plus grande et peut-être cette idée d'un chômage structurel qui est en fait assez élevé, mais enfin globalement ça marche bien. On a quand même tiré les leçons de peut-être même de la crise de 29 où on s'était dit on laisse les choses se faire et ça avait été terrible. Là non, il y a eu une intervention des États, et cette intervention, pour l'instant, on s'en félicite plutôt. Alors, est-ce qu'à terme, il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on est en train de danser sur un volcan? Alors ça, c'est effectivement la question qui met en désaccord, bien évidemment, les théoriciens, puisque ceux qui pensent que, en effet, c'était très justifié au regard de la situation aujourd'hui, les résultats sont positifs, donc on ne voit pas pourquoi, moi je vais écrire une note sur la théorie monétaire moderne en disant qu'il faut s'inquiéter, donc je vais faire partie de ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. En effet, c'est plus sur les effets donc dans le temps que vont pouvoir avoir ces politiques, c'est-à-dire qu'on en revient toujours aux incitations et aux effets créés dans l'économie à travers les prix, c'est-à-dire donc plus en regardant l'économie dans sa structure et la modification de la structure. Et en fait, c'est toute cette approche sur finalement la possibilité qu'on zombifie à terme l'économie, donc la perspective japonaise, comme on l'appelle souvent, puisque si on maintient finalement des activités qui auraient dû disparaître, on gâche des ressources. Enfin, c'est cette idée que... Et effectivement, il y a deux approches, comme pour tout le reste en économie par rapport au rôle des prix. C'est soit on se dit le prix, c'est celui qui est le meilleur indicateur, il faut le laisser s'exprimer. Et du coup, on a une évolution peut-être plus chaotique parce qu'il va monter et descendre selon les conditions économiques. Et il y a ceux qui disent non, il ne faudrait pas le laisser s'exprimer parce qu'il va y avoir parce que le chaos, il faut préserver les ménages du chaos ou les individus, il faut que l'État assure ce service-là, mais avec à terme peut-être une moindre efficacité, c'est-à-dire retrouver les caractéristiques aussi de notre économie française, c'est-à-dire avec jamais une économie très forte, de croissance très forte, puisque finalement, comme on protège, on va finalement avoir une économie qui va croître à des taux plutôt mous, et qui manque en fait de dynamisme par rapport à ça. Donc le risque, c'est de nous donner une croissance molle sur le à long terme. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi celui justement de la croissance d'inégalité liée à la détention d'actifs dont certains ont été gonflés justement, je parle de l'immobilier par exemple, qui fait qu'il y a des inégalités intergénérationnelles qui peuvent d'ailleurs poser problème socialement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est assez drôle parce qu'effectivement, ceux qui sont plutôt à défendre la théorie monétaire moderne, en fait aujourd'hui pointe du doigt... C'est plutôt classé à gauche normalement, oui, c'est ça. Et d'ailleurs pointe du doigt aujourd'hui ce fait, c'est-à-dire disent... Ah oui, mais vous vous rendez compte, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils disent qu'il faudrait de la monétisation, parce que ça éviterait de passer par le marché financier.
finalement, puisque en fait ce serait, c'est plutôt, je dirais même que c'est plutôt ceux qui vont plus loin et qui préconisent en fait l'hélicoptère monnaie, Oui. en fait, mais qui s'inscrivent quand même dans la même branche que la théorie monétaire moderne. Donc l'hélicoptère monnaie, pour rappeler, bon, qui est un terme faussement en fait, je pense labellisé hélicoptère monnaie, puisque le terme vient de Friedman, qui voulait utiliser une image en disant c'est comme si tout le monde au même moment recevait pour faire comprendre ce qu'était l'inflation généralisée. C'est comme si on faisait une pluie de billets s'abattait sur la population et qu'ils les prennent et qu'ils les dépensent tout de suite. Donc du coup, comme ils les dépensent tous en même temps, forcément les prix augmentent tous en même temps. Donc ici, cette image a été détournée pour que l'argent rentre plus efficacement dans le circuit et profite en premier lieu au peuple, il faudrait que la Banque centrale crédite directement les comptes des particuliers pour qu'en fait ils puissent dépenser. C'était le fameux exemple repris souvent, c'est ce qu'a fait Trump, le fameux chèque. J'allais le dire, voilà. Oui, les Américains ont vraiment physiquement eu... D'ailleurs, c'était même pas un chèque, c'était un virement. C'était un virement. Alors, il a mis du temps, il y a eu quelques c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Et donc, si on veut, si on veut avoir une image, donc là, ceux qui effectivement pensent que les achats massifs de titres publics, finalement, c'est bien, mais ça va pas assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, ça profite trop à ceux à qui ça ne devrait pas profiter. Vous disent aujourd'hui, au-delà de la théorie moderne de la monnaie, il faut de la théorie moderne de la monnaie qui soit de l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire qu'on passe par une banque centrale qui crédite les comptes, et même certains vont même plus loin en disant il faut les créditer avec une durée limitée. C'est-à-dire que, ou même dire il faudrait que vous achetiez ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait aller. Alors, ça a été aussi discuté au Japon, puisqu'au Japon, on est dans cette croissance molle, on a l'air de ne pas s'en sortir. Et donc, il y a eu cette idée qu'effectivement, il fallait créditer les comptes des individus, des ménages, et avec des bons d'achat finalement, pour que la consommation soit vraiment stimulée. Puisque le problème, le prisme keynésien, c'est de dire que l'économie, elle est molle en raison d'un manque de croissance. Donc, et à cause de la demande qui est trop faible. Donc il faut aller stimuler cette demande, et plus on va la stimuler à la source, eh bien meilleurs seront les résultats. Donc ça, c'est effectivement certains, aujourd'hui en France en particulier, font cette préconisation d'aller créditer les comptes, et donc bouclent en même temps en disant, eh bien c'est pour ça qu'il faudra un euro numérique, parce que comme ça, ce sera encore plus facile, puisque dans l'euro numérique, c'est effectivement, comme c'est un wallet, eh bien, on pourra aller créditer les comptes des gens pour qu'ils puissent dépenser, et donc avec une durée limitée. C'est encore mieux en disant, si vous n'avez pas consommé à cette époque-là, c'est comme les chèques cadeaux qu'on reçoit chaque année. Eh bien, voilà, tant pis pour vous. Mais c'est ça l'idée, d'aller directement à la source, parce qu'effectivement, on a bien compris que les gagnants, finalement, de cette politique monétaire non conventionnelle, eh bien, ça a été les détenteurs de portefeuille, et ça semble plutôt paradoxal pour une approche keynésienne. Alors c'est ça l'idée, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée alors moi, évidemment, je la juge mauvaise, puisque là, on va encore un pas de plus. On a décidé que la Banque centrale devait décider de ce qui était bon et pas bon. Donc là, on enlève totalement, puisque a priori, le financement de l'économie, c'est quand même pour financer les projets privés. Donc là, c'est la Banque centrale qui va dire, ou en tout cas le gouvernement, via la Banque centrale, qui va décréter des sommes d'argent qui devraient être créditées. Si elle veut vraiment pousser des secteurs, elle dira je voudrais que c'est des chèques cadeaux pour telle activité, par exemple. Imaginons qu'on veuille relocaliser des activités. Alimentation, ou un chèque, effectivement, exactement. Ça permet d'orienter la consommation. Et donc, ça veut dire que l'État rentre dans les choix de consommation de plus en plus. Exactement. Alors là, il le fait négativement avec de la fiscalité incitative, mais là, il le fait positivement. Exactement. Donc là, c'est drôle, parce que finalement, on se rend compte que les idées ne font que renaître en permanence, puisqu'on va se retrouver dans le débat des années 30 entre Hayek et Oscar Lange, Hayek disait, mais on peut pas, il faut pas rentrer en planification parce que l'État ne sait pas. Et là, aujourd'hui, on va vous dire que finalement, c'est très bien. Mais pourtant, on sait ça, c'est une modernisation de la planification. Finalement, c'est toujours la même question économique qui se pose. Est-ce qu'il faut laisser les acteurs décider eux-mêmes? Est-ce qu'il faut des entités pour les guider?
Oui, en fait, c'est un éternel, une éternelle renaissance, mais finalement, c'est pour ça que c'est pas du tout moderne. Les idées d'aujourd'hui, elles sont c'est juste un recyclage modernisé, certes, parce que nos institutions ont bougé, on ne vit pas dans le même monde. Mais la question reste toujours la même. Est-ce qu'effectivement, il faut laisser au marché décider ou est-ce qu'il faut laisser c'est intéressant de comprendre qu'à travers cette nouvelle théorie, il y a en fait une réactivation du projet de collectivisation, de planification. Oui, complètement. En tout cas, dans l'hélicoptère monnaie, c'est très clair. Enfin, je vois pas autre chose, ou alors vraiment, je suis peut-être très obtus, mais je ne vois pas autre chose que de la planification revue au goût du jour, puisque de toute façon, si vous décidez que vous allez créditer directement les comptes et que pour être sûr que ce soit dépensé, vous allez mettre des dates limites ou éventuellement des secteurs pour être sûr que ça va relancer certains secteurs, on retourne bien dans une planification. Alors, parmi toutes les questions qu'il y a sur le chat, qui sont toutes très intéressantes, quels sont les États qui appliquent aujourd'hui cette théorie ? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'État qui va... Disons qu'aujourd'hui, on a plutôt... étant donné la politique monétaire non conventionnelle, il est clair qu'on est plutôt dans une phase où finalement la dette souveraine existe partout, elle explose partout, enfin dans tous les pays aujourd'hui qui développés. On a une dette Covid qui est absorbée par les marchés parce que de toute façon, il n'y a que ça de disponible. Enfin, je veux dire, il y a aussi de la dette privée, mais ce que je veux dire, c'est que dans une activité qui a été dominée par l'État, ben oui, forcément. Donc, on va dire que la théorie monétaire moderne, elle est un peu partout aujourd'hui comme étant quelque chose qui semble soutenable, comme le point qui a été soulevé précédemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, ça marche. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ça marche. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Celui qui se jette du haut de l'immeuble jusqu'à ce qu'il touche le sol. Voilà. Alors ça nous mène à la question comment on parvient à se désintoxiquer de l'argent magique. Alors là c'est une question effectivement je pense compliquée parce que comme je disais tout à l'heure, finalement le risque d'explosion du type crise de la dette souveraine, on a un peu du mal à l'imaginer pour le cas des États-Unis où voilà, si on prend les États-Unis qui dépensent beaucoup, regardez même le Japon, je veux dire ils sont à 250% de dette publique, même pas peur. Enfin, je veux dire, il y a pas parce qu'elle est détenue localement en grande partie. Exactement, mais bon, je veux dire, c'est quand même étonnant, quoi. On se dit, tiens, mais alors effectivement, ils le payent par une économie molle, il n'y a pas de doute. Alors les États-Unis, sans doute, auront moins ce problème de l'économie molle parce qu'ils ont des institutions et ils ont une appétence au risque qui est différente et leur dette va toujours être détenue. Donc à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de très grave, enfin qu'il y ait des renversements importants aux États-Unis, je ne vois pas non plus un défaut de la dette américaine. Donc on risque de rentrer dans un cycle où finalement on a une espèce de d'étatisation rampante qui du coup va donner lieu à une espèce il va y avoir des favorisés, des moins favorisés finalement. C'est un peu comme ça qu'on l'analysera. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont bénéficier de ces conditions très favorables et puis d'autres non. Mais sans grand soulèvement, puisque de toute façon, finalement, il y a quand même un moteur derrière qui tourne. Et en cela, c'est plus pernicieux finalement que la planification, la bonne vieille planification à la russe. Parce que là, on s'est rendu compte des effets nocifs plutôt. Ça finit par s'effondrer assez rapidement. Exactement. Alors que là, non, je pense que ça peut perdurer en fait longtemps. Mais justement, on a l'impression qu'il y a un phénomène pernicieux terrible, qui est que c'est un système qui paradoxalement n'encourage pas du tout à l'investissement. Alors qu'on pourrait dire, si on produit autant d'argent, c'est que ça va permettre l'innovation, l'investissement. C'est pas exactement le canal en fait qu'emprunte cette monnaie qui est créée. C'est pas la conséquence que ça favorise pas l'innovation, ça favorise pas la concurrence. Alors que c'est ça qui va nous permettre de faire face aux défis qu'on connaît évidemment aujourd'hui. Non, en fait, elle en bénéficie peut-être indirectement parce qu'effectivement on a des fonds, on a des liquidités qui existent. Et comme en fait il y a beaucoup de pays qui sont dans ce cas de figure, puisqu'on a les États-Unis, on a l'Europe. Il ne faut pas oublier la Chine, et les Chinois sont beaucoup plus présents sur la scène internationale en termes d'investisseurs qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Donc, faut pas, ça aussi d'ailleurs, c'est une donnée supplémentaire qu'il ne faut pas négliger. Donc, en effet, indirectement, il peut y avoir des effets, puisque forcément, dans un monde où finalement les taux d'intérêt sont relativement faibles, investir dans des innovations peut sembler intéressant, puisque ça a un rendement plus élevé.
Voilà, mais néanmoins, on n'est pas certain que finalement ceux dans le financement de ces innovations, on n'est pas assuré de sa pérennité du coup. Alors parmi les questions, il y en a une qui demande la relation entre les crypto-monnaies, parce qu'il parle des bitcoins, et la théorie monétaire moderne. Alors qu'est-ce que nous apprennent les crypto-monnaies sur l'état de la monnaie aujourd'hui? Alors, d'abord, ce qu'ils nous apprennent, comme d'ailleurs toute, je dirais, monnaie qui émerge du marché, ou en tout cas ce que nous apprend la crypto-monnaie, de même que la dollarisation, c'est que dans cette théorie moderne de la monnaie qui part du principe que l'État bat monnaie légale et que donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'acceptation de cette monnaie, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Les individus, les ménages dans une économie, certes, utilisent la monnaie locale jusqu'à ce qu'elle ne remplisse plus les services qu'elle attend de cette monnaie. Donc je pense que tous les pays hyperinflationnistes, on voit bien, la population, à un moment donné, se rebiffe et va aller utiliser autre chose comme monnaie. D'ailleurs, c'était aussi le cas dans les pays à planification comme l'Union soviétique à l'époque. C'est le cas à Cuba d'ailleurs. Et c'est le cas, oui, bien sûr. Exactement, il y a celle du marché noir et puis il y a celle, il y a celle officielle. Donc on voit bien qu'il y a une limite à ça. Et le Bitcoin, il a émergé comme ça. C'est-à-dire qu'il a émergé comme étant une échappatoire. Une échappatoire et puis aussi une espèce de rébellion contre le fait que la Banque centrale abuse et que le système dans lequel on vit est trop pyramidal et ne correspond plus en fait à l'économie d'aujourd'hui. Donc en fait on voit que c'est vraiment, ça s'inscrit dans cette idée que étant donné qu'on n'arrive pas à contrôler les institutions, et c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, on peut être frappé par le fait que toute la construction de l'euro s'est bâtie sur le fait que la Banque centrale devait être indépendante. Voilà, on a eu tout ce courant. Donc ça, c'était vraiment les conséquences du monétarisme des années 80, qui lui, à l'époque, avait triomphé parce qu'on était arrivé justement à trop d'inflation. Donc quand on a vu que l'inflation était vraiment mauvaise, on s'est dit, finalement, on va peut-être adopter d'autres principes. Et on est venu en faveur de cette idée que finalement il fallait déconnecter la politique de la Banque centrale et que l'indépendance pouvait y arriver. Elle pouvait être un moyen. En fait, on s'aperçoit que finalement pas du tout. C'est-à-dire qu'on a beau sur le papier dire que c'est indépendant, en fait ça va au-delà du papier et ça va au-delà de la constitution de la Banque centrale. Je pense que le cas de l'Europe est quand même assez emblématique puisqu'on est dans une banque centrale qui a priori ne peut pas être influencée par un État puisque c'est des États. Mais on a quand même réussi premièrement à créer, avoir le Whatever It Takes de Mario Draghi avec le programme d'achat qu'il a créé pour pouvoir aider les pays qui seraient en crise de défaut souverain. Donc c'est quand même, on a quand même un peu écorché la constitution de la Banque centrale et son indépendance. Et avec la crise du Covid, on a quand même eu Christine Lagarde qui finalement nous a expliqué que le principe qui fondait les politiques d'achat de titres publics de la Banque centrale selon la clé de répartition que chaque État avait au capital, c'est-à-dire que selon le pourcentage que chaque pays avait au capital, donc l'Allemagne c'est elle qui a le plus gros pourcentage, après c'est la France, eh bien la Banque centrale européenne, quand elle achète les titres publics dans sa politique habituelle, elle les achète en fonction de ce pourcentage. Eh bien elle nous a expliqué qu'effectivement pour pouvoir faire en sorte que le spread, que les taux sur les souverains ne se tendent pas trop entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Dans l'endettement des différents pays. Eh bien, on allait plus respecter cette clé de répartition. Donc ça fait quand même, on a donc écorné une deuxième fois les principes de la Banque centrale européenne. Donc on voit bien que finalement, on peut faire ce qu'on veut et que même si c'est écrit dans la Constitution, finalement, c'est une interprétation selon les conditions. Et d'ailleurs, c'est ce que les politiciens justifient. Ils le justifient comme ça. Christine Lagarde, c'est comme ça qu'elle... D'ores et déjà, le mandat de la BCE, il n'a pas changé des jurés, mais il a changé de facto. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire alors, en plus, comme ils avaient une inflation qui était contenue, la parade, c'était toujours évidemment que, étant donné que les 2% étaient largement... on était même à chaque fois plutôt moins que plus, on s'inquiétait de la déflation, on ne voyait pas où était le problème. Donc on pouvait écorner tant que le 2%
n'était pas fatidique, n'était pas Dans les investisseurs déjoué. vont tous se dire, mais alors est-ce que ça c'est pas en train de changer justement? Ben justement, oui, on va voir dans Est-ce les que mois à l'inflation venir. revient alors à votre avis? Parce que c'est la question qu'on pose à tous les économistes. Bien sûr, pour le moment. Alors, l'inflation revient, donc, comme je disais tout à l'heure, elle est de toute façon, elle est là, de par son... Elle est là au niveau financier. Est-ce que maintenant elle va se reporter effectivement dans les prix à la consommation? Oui, est-ce qu'elle sera réelle? Parce Est-ce qu'elle va passer dans le réinflation, réel? c'est ça. Exactement. Oui. Ça va dépendre effectivement de la dynamique de l'utilisation de l'épargne forcée des ménages pendant la crise du Covid, puisque forcément, comme on a continué à avoir des revenus alors qu'il ne se passait rien, on a donc eu ce qu'on appelle en économie une épargne forcée, c'est-à-dire que, comme on a tous lu dans les journaux, l'épargne a explosé, même aux États-Unis, c'est pour dire, qui n'est pas un pays réputé pour son épargne. Oui. Et donc, Nous, effectivement, oui, mais pas les États-Unis. voilà, exactement. Et donc, si jamais cette épargne se transforme dans l'économie, bien évidemment, nous aurons la matérialisation des prix à la consommation qui vont donc enchaîner avec l'augmentation des prix à la consommation, à la production. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les prix à la production sont beaucoup plus élevés que les 4% ou 6% qu'on voit dans les prix à la consommation. Ils sont plutôt autour de 10, 12, ça fait un petit moment. Et de toute façon, je pense que vous avez tous discuté avec des entrepreneurs qui vous disent combien le prix des matières premières ont augmenté. Oui, donc ça, c'est pas une fantaisie. C'est pas une fantaisie de leur part. Oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une économie verte, donc il n'y a pas de raison que le prix de l'énergie baisse. Mais vous me direz, c'est pas ça qui fait l'inflation. À nouveau, l'inflation, c'est un phénomène généralisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, ces augmentations, elles vont se répercuter. Oui. À un moment donné, vous pouvez rogner sur les marges, mais à un moment donné, vous êtes... Alors, effectivement, ça va se répercuter selon votre degré d'exposition à la concurrence et selon ce que la concurrence va faire aussi. Parce que c'est toujours pareil, c'est un jeu par rapport à aujourd'hui au monde entier. Donc, si effectivement, en Chine, on a aussi des tensions qui vont se répercuter dans les prix, et que finalement, ils vont aussi augmenter leurs prix, que du coup... Là, il y aurait de l'inflation. Effectivement, du coup, ça peut générer... Sinon, vous ne pouvez pas augmenter vos prix, donc vous fermez. Ça veut dire que vous n'avez plus la rentabilité nécessaire aussi. Oui, exactement. Donc, on verra si ça... Et c'est pour ça que finalement, dans notre monde très compliqué, très globalisé, finalement, l'inflation... Exactement. L'inflation et et je dirais les faillites, en fait, elles sont interconnectées, si on y réfléchit bien. Beaucoup plus qu'avant, où finalement, dans une économie un peu fermée ou réglementée, comme encore des économies comme l'Argentine ou des pays comme ça, qui sont finalement où l'inflation va s'exprimer beaucoup plus rapidement. En fait, nous, non, elle ne va pas s'exprimer rapidement. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir. Bon, Nathalie, que faire des banques centrales? Ah, c'est une bonne question. Finalement. Alors bon, moi je les fermerais bien, mais c'est pas possible. Ça va faire du chômage. Voilà, oui, ça occasionnerait du chômage. Bon, ceci dit, ils sont moins nombreux qu'à l'époque où on en avait chacun une. Bon, même si effectivement les entités locales ont survécu. L'idée de retrouver, on retrouve quand même l'idée d'avoir des banques centrales avec des règles automatiques, comme on a pu... réaffirmer l'indépendance. Oui. Bon, parce que finalement, je vais faire une analogie, mais qui peut paraître un peu tordue, mais finalement, le Bitcoin, je dirais que c'est la théorie de Friedman poussée à son extrême. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit le Bitcoin quand il est né, c'était de dire il y a trop de décisions humaines influencées par la politique, il faut automatiser la règle. Ce qui est très drôle, c'est que Friedman lui-même le disait. Il disait que pour éviter que les politiciens mettent la main sur la banque centrale, il faudrait une règle automatique. Et il avait songé à une règle automatique produite par l'informatique. Sur la fin, quand on regarde ses dernières interviews, il en parlait de ça. Donc il était très visionnaire, puisqu'il parlait de l'argent, de la monnaie informatisée. Donc il était plutôt pas mauvais là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, ce serait peut-être ça qui nous permettrait de réellement avoir une indépendance, puisque là on s'aperçoit que finalement l'indépendance, on a mis son mouchoir dessus et que c'est très compliqué. Donc finalement l'automatisation de la règle serait peut-être le seul échappatoire, puisque si on ne pouvait pas changer à cette règle, finalement on n'aurait pas ces manipulations au gré du contexte économique. Alors, parmi les questions qu'il y a, il nous reste 9 minutes, quelle nouvelle théorie peut-on développer pour contrecarrer la théorie moderne? Quelle est la théorie moderne, la néo-moderne qu'on peut proposer pour contrecarrer cette théorie moderne?
Oui, c'est une très bonne question à laquelle ça fait longtemps que je réfléchis aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la monnaie, elle a un rôle différent. Enfin, en tout cas, elle a des circuits qui sont différents. Elle a une complexité aussi différente. Je pense que, par exemple, tout ce qui était l'apport de l'économie autrichienne qui me semble plus riche parce qu'elle va dans les prix relatifs, dans comment le fait que la monnaie, donc en reprenant ces fameux effets cantillons, le fait que la monnaie arrive par un côté et va distribuer des effets, va donc modifier les structures de production, elle est très intéressante. Mais comme aujourd'hui on est dans des productions qui sont différentes, puisqu'on est sur le numérique, c'est compliqué à donner une traduction du rôle de la monnaie. Il faudrait effectivement pouvoir moderniser cette approche par les points d'entrée. En tout cas, moi, c'est ça qui me semble le plus intéressant dans la modernisation de l'approche de la monnaie et aussi l'incorporation donc des crypto-monnaies qui, elles aussi, rebattent, je pense, le concept de monnaie. D'ailleurs, à tel point que je pense que c'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours les implications. Puisque les crypto-monnaies, en fait, vont proposer un mode de confiance alternatif. C'est-à-dire que dans nos économies, c'est les banques et la Banque centrale qui font la confiance et donc qui permettent ces échanges transactionnels, qui font les transactions. Or là, en fait, on va confier un protocole informatique de générer cette confiance. Ça fait même disparaître le problème du tiers de confiance. Exactement. Et donc ça veut dire qu'on est dans un système plutôt lean, si on veut utiliser des termes managériaux, qui font repenser en fait la structure même de l'économie. C'est-à-dire que finalement, on pourrait s'échanger des choses, des propriétés plus que... On pourrait revenir presque dans une économie de troc 3.0. Grâce aux crypto-monnaies. Donc je pense qu'il y a beaucoup de champs à investiguer au niveau de la monnaie qui rendent le futur très passionnant. Finalement, le déficit, est-ce que c'est un mythe? Comme le dénonce évidemment Stephanie Kelton dans son livre. Le mythe, déficit mythe. Eh bien oui et non, c'est-à-dire que à force d'avoir la dette publique qui est présente sur le marché et qui est toujours considérée comme sans risque, en tout cas pour les États qui n'ont pas de problème de recettes fiscales, c'est-à-dire qu'ils engrangent leurs recettes fiscales relativement bien, et pour ça en France on est plutôt bon. Finalement, le déficit se finance relativement facilement sur les marchés. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ils aient tort. Maintenant, le problème, c'est que finalement, ça crée sans doute des méfaits dans l'économie plus invisibles. Et c'est dommage, en fait, pour les sources vives de l'économie, je pense. C'est quand même aujourd'hui une leçon auquel on doit essayer de réfléchir au moment des élections présidentielles, puisqu'on a des programmes qui vont nous proposer des chiffrages plus ou moins sérieux, une reprise en main plus ou moins sérieuse. Et c'est vrai que cette théorie monétaire moderne, elle vient à un point nommé pour tous ceux qui n'ont pas tellement envie de parler d'efforts, de parler de rationalisation des dépenses. Donc, ce que vous diriez aux candidats, c'est faites attention quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui serait important, c'est effectivement de dire que l'épisode qu'on a vécu, alors l'épisode Covid, on va le cantonner au Covid et on ne va pas prendre de mauvaises habitudes pour le futur. Mais là, en effet, on a vu qu'à l'approche des élections, on est quand même rentré dans des habitudes qui semblent perdurer, et notamment le fait qu'on ait décrété le chèque inflation, qu'on ait décidé chèque inflation plutôt. Moi, je l'ai pas pris comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que non seulement on vous a nationalisé vos revenus parce que, en effet, face à un virus où on a obligé des entreprises à fermer, puisque là c'est l'État qui a décidé, on se dit, en effet, ça crée des externalités négatives, donc c'est à l'État de s'en inquiéter puisque c'est lui qui les crée. Ok, d'accord, mais si maintenant, dès qu'il y a de l'inflation, on va vous dire finalement on va vous compenser, là ça va plus du tout, parce que ça veut dire que n'importe... Ça risque d'accélérer l'inflation très D'abord, ça risque d'accélérer l'inflation, puis ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que quelque chose vous arrive, à titre individuel, vous allez dire, ah mais moi c'est pas... Enfin, est-ce que vous pouvez pas me compenser, parce que finalement, moi ça va pas aller, ça va perturber en fait mon équilibre de vie, mon équilibre financier, et donc l'État se doit de me compenser systématiquement. Donc je pense que là on rentre dans des très mauvaises habitudes, et ça c'est plutôt inquiétant. Alors je comprends
la dimension électorale, hein, puisque voilà, donc là on reboucle sur un courant théorique qui n'est pas très développé en France, qui est donc la théorie des choix publics. On n'entend pas beaucoup. Autant aux États-unis, c'est quand même un courant théorique très fort. École, autant en France, c'est quand même beaucoup moins apporté. Bon, là, c'est quand même un bel exemple de théorie des choix publics. Ça vérifie l'idée qu'avant chaque élection, on augmente les dépenses. Voilà. Et là, par contre, j'ai trouvé ça dommage, effectivement, qu'à la fin de cet épisode où l'État est intervenu parce qu'il avait décrété d'arrêter l'activité économique, à juste titre sans doute, eh bien, on enchaîne par le chèque inflation en disant, mais oui, il faut quand même vous protéger. À ce moment-là, on n'en finit plus. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsque les prix de l'énergie sont élevés parce qu'on a décidé d'une économie verte? Chèque énergie. Voilà, chèque énergie, exactement. Et donc, on va jamais finir. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que les gens modifient leur comportement ou pas? Est-ce qu'on veut que les gens s'habituent à changer? Je ne dis pas que les situations ne sont pas difficiles à gérer, que certaines personnes ne sont pas exposées, mais ce n'est pas en faisant ça qu'on va leur apprendre à mieux gérer leur quotidien, je pense. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a montré que pendant la crise, on n'a pas seulement ouvert grandes les vannes pour aider les gens, mais qu'en fait, on a aussi laissé filer du coup sur les dépenses de fonctionnement et que finalement beaucoup d'efforts ont été anéantis, beaucoup d'efforts de rigueur, c'est un mot qui est devenu négatif, mais autrefois on m'avait dit que c'était plutôt positif la rigueur, on me disait il te faut plus de rigueur, très bien. On a montré que donc, on a un peu lâché les vannes, il y a aujourd'hui plus les conditions, on a l'impression pour qu'un responsable politique puisse réellement dire il faut arrêter, c'est déraisonnable, mais précisément parce que finalement ça se passe plutôt bien aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le chômage baisse, alors on n'a pas tellement la croissance est plutôt faible, mais enfin aujourd'hui, jusqu'ici tout va bien, c'est quand même ça le gros problème de cette théorie, c'est qu'elle se vérifie pas mal pour l'instant. Oui, tout à fait. C'est je pense, la partie la plus compliquée aujourd'hui, parce qu'effectivement, on apparaît, enfin pour ceux qui comme moi sont plutôt sceptiques, on apparaît comme des signes noirs. Les rabat-joie qui vont dire voilà, et qui vont dire qu'en fait voilà, tout se passe bien c'est quoi, enfin quel est le problème, pourquoi est-ce que on veut absolument arrêter cet état de grâce qui semble s'être abattu sur nous en fait on a enfin trouvé la solution, il suffit de créer de l'argent à volonté. Si Philippe le Bel avait su, si tous les de Louis XVI avaient su, il l'aurait fait. Quel dommage, malheureusement, il dépendait de l'or à l'époque, il demandait des métaux. Mais nous, on a cette chance. Exactement. En fait, oui. Alors, la chance, c'est on a cette chance et donc en même temps, on est un peu damné puisque on a abandonné la référence à l'or avec en 70 et qu'à partir de là, effectivement, le monde des possibles, en fait, s'est accru. Et dès lors où tout le monde fait pareil, finalement, l'inflation elle se voit pas, puisque si vous êtes tous en train de dépenser et que tous vos prix augmentent en même temps, finalement ça ne se voit pas au niveau global. Donc, en fait on a mis 40 ans à s'apercevoir qu'on était enfin libéré des métaux et qu'on pouvait se lâcher. Exactement. Sauf que on risque un jour, c'est bien ça l'idée, un jour de s'en mordre les doigts, mais quand on s'en apercevra, par des effets pervers en fait. Il sera trop tard. Il y a plein d'effets pervers qui nous intoxique un peu comme un gaz inodore qui petit à petit nous tuerait. Je dirais que la crise des années 70 ça a été le dernier sursaut qui a été provoqué par l'existence d'un système de référence or, puisque du coup c'est lui qui a provoqué le fait qu'on a vu qu'en fait c'était effectivement il y avait de l'inflation. Mais dès lors où finalement l'or a disparu comme référence monétaire, effectivement, on vient de s'apercevoir avec les différents épisodes 2008 et puis la crise de la dette souveraine grecque et puis la crise Covid que finalement on pouvait très bien continuer sans qu'il ne se passe apparemment rien de grave. Nathalie Janson, il est 9h, je vais rendre l'antenne, je te remercie de ces explications. Évidemment, le débat n'est pas terminé, mais vous allez pouvoir retrouver en ligne dans très peu de temps sur le site internet de Sapiens la note Modern Monetary Theory, une théorie ni moderne ni monétaire. Et voilà, nous continuons le débat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore. Merci, bonne journée. Au revoir.